Dans les pays industrialisés, 15 à 20% des couples en âge de reproduction n'arriveront pas à mettre en route une grossesse. Une bonne moitié d'entre eux peut être aidée par la fécondation in vitro et par les méthodes qui en dérivent. De nombreux couples ont aujourd'hui recours à la fécondation in vitro. Les modalités de ce traitement sont bien codifiées. Mais attention, le traitement est exigeant tant en termes de votre engagement personnel que dans la précision du suivi. C'est en 1978 que les docteurs Patrick Steptoe et Bob Edwards mettent au monde, après 20 ans de recherche, un bébé dont le nom sera bientôt connu du monde entier, Louisa Brown. Cette naissance va révolutionner l'humanité, car Louisa Brown est le premier bébé au monde conçu par fécondation in vitro. À l'époque, le prélèvement se pratiquait lors de cycles non stimulés. On ne recueillait donc qu'un ovocyte et le rendement était médiocre. En 1980, le professeur australien Alan Trunson établit un protocole de stimulation ovarienne qui permet d'obtenir plusieurs ovules et d'augmenter les chances de succès. L'infertilité peut être définie comme l'incapacité pour un couple de procréer ou de mener une grossesse à terme après 1 an ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. On a longtemps pensé que l'infertilité était toujours d'origine féminine. Aujourd'hui, on sait qu'elle peut être tant masculine que féminine, voire les deux. Ces couples ont le désir d'avoir un enfant. Au bout d'un certain temps, une évidence s'impose. Ils n'y parviennent pas. Ils se tournent alors vers la médecine. Le spécialiste consulté commence par rechercher la cause de l'infertilité en réalisant un bilan chez le couple. Ce bilan est effectué parallèlement chez la femme et chez l'homme. Pour évaluer la fertilité de l'homme, une simple analyse du sperme est souvent suffisante. Mais attention, elle doit impérativement être effectuée selon un protocole bien précis après 2 ou 3 jours d'abstinence sexuelle. Une plus longue abstinence peut diminuer la qualité du sperme. Idéalement, le prélèvement doit être réalisé dans les locaux du laboratoire d'andrologie. Si l'échantillon n'a pu être donné sur place, le prélèvement sera conservé à la température du corps et apporté au plus tard dans l'heure au laboratoire, et cela dans un récipient adéquat. Voici tout d'abord un échantillon qui ne pose aucun problème aux spécialistes. Les spermatozoïdes sont bien mobiles, de forme régulière et présents en quantité suffisante. Dans cet autre échantillon, par contre, le sperme montre une qualité diminuée. Les spermatozoïdes sont moins mobiles, moins nombreux, et certains ont une forme irrégulière. Dans ce cas, certains paramètres spermatiques plus spécifiques seront également analysés. Au cours d'une consultation, l'andrologue recherchera alors la raison de cette diminution de qualité du sperme. Lorsque la première analyse de sperme n'a pas permis de retrouver des spermatozoïdes dans l'échantillon, on sera amené à faire une analyse plus détaillée du sperme. Le sperme sera alors examiné en microgouttes après avoir été lavé. Si, suite à cet examen-là, on n'a toujours pas retrouvé de spermatozoïdes, pour certains patients, le recours à une intervention chirurgicale sera nécessaire. Chez la femme, les examens ont pour but de vérifier si les éléments anatomiques et hormonaux du système de reproduction sont normaux. On recherche les anomalies au niveau du col de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires. Pour le col de l'utérus, il faut examiner si la glaire est suffisante pour que les spermatozoïdes puissent s'y mouvoir librement. La paroi utérine doit être dans un état optimal, l'œuf fécondé doit pouvoir s'y implanter et devenir ainsi un embryon, puis un fœtus. Les trompes de Fallope sont les seules connexions entre les ovaires et l'utérus. C'est à l'intérieur de ce canal étroit que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent et que la fécondation se produit. En réalisant une radiographie de contraste, aussi appelée hystérosalpingographie, le médecin peut voir si les trompes sont obstruées. Les ovaires, qui contiennent quelques 400 000 œufs, doivent être évalués soit par échographie, soit au cours d'une laparoscopie.
Grâce aux techniques de diagnostic actuelles, une évaluation anatomique des organes de reproduction féminins peut être réalisée relativement vite. D'autres facteurs jouent un rôle important dans la fertilité de la femme. Les hormones sexuelles sont sécrétées par l'hypophyse, une glande située à la base du cerveau. Elles sont le signal chimique nécessaire pour que l'ovulation ait lieu. Même si tous les organes sont anatomiquement normaux, le jeu subtil des hormones peut malgré tout être perturbé, entraînant une absence d'ovulation. Quand les bilans masculins et féminins sont réalisés, les données sont suffisantes pour assembler le puzzle de l'infertilité. Le médecin peut alors développer une stratégie pour aider le couple à avoir un enfant. On aimerait bien dire au couple, ben voilà, vous avez mangé votre pain noir, maintenant ça va fonctionner, d'ici 1 an vous aurez votre bébé dans les bras, mais on n'a pas le droit de parler comme ça, on n'a jamais la vérité. On peut leur dire, oui, généralement ça se passe bien, mais pour être honnête, on va dire, c'est vrai, ça va être lourd, ça va être sans doute encore plus exigeant que ce que vous avez connu jusqu'à présent, mais voilà, on va être avec vous et on est là, plusieurs disciplines, d'essayer de mettre tout en place, les biologistes, les infirmières, les gynécos et andrologues, moi à ma modeste place également, se mettent ensemble pour que cette expérience qui est difficile, ben, vous puissiez en faire non seulement une ressource, que ça marche, mais qu'aussi vous puissiez vous retourner derrière vous par la suite et de dire, ben, allez, ça a été quand même un moment de vérité, mais on l'a traversé. C'est un parcours qui n'est pas du tout évident. Je pense qu'il faut d'abord s'y préparer, c'est pas un parcours de santé. Quand on se lance dans ce genre de choses, parce que c'est vraiment la médicalisation vraiment de l'acte sexuel pour faire un enfant et tout, c'est d'abord être sûr que les deux partenaires sont prêts. Ça donne quand même des fameuses tensions dans le couple. Ça, il faut pas se le cacher. On reproche tout à tout le monde. Hein. J'ai un petit peu déprimé, alors que plutôt je suis de nature à ne pas déprimer, plutôt je dirais, je suis plutôt une battante, quelqu'un qui est très positive. Mais par contre, lorsque ça fonctionne, l'espoir qu'on n'avait plus d'avoir un enfant devient vraiment une réalité. Mais il faut un couple solide et beaucoup de patience. Mais il y a des gens pour qui ça marche la première fois aussi, hein, il faut pas... Pour comprendre le principe d'action des médicaments qui seront utilisés, il est utile de se rappeler ce qui se passe lors d'un cycle naturel. Durant la première phase de chaque cycle, l'hypophyse sécrète de la FSH, une hormone qui stimule en général la croissance d'un seul follicule. Le follicule qui grandit sécrète de l'estradiol ou estrogène. Lorsque le follicule est arrivé à bonne taille, ça va être objectivé par un taux d'estradiol qui est suffisamment élevé. À ce moment-là, l'hypophyse arrête de sécréter la première hormone et on voit la libération d'une deuxième hormone, qui est la LH, ou hormone responsable de l'ovulation. Elle a pour but en fait de permettre la maturité de l'ovocyte et cet ovocyte va se décrocher de la paroi folliculaire pour flotter dans le liquide juste avant que le follicule ne s'ouvre au moment de l'ovulation. Capté par la trompe, l'ovocyte sera fécondé par un spermatozoïde après un rapport sexuel. L'embryon commence ses divisions et grâce au cil de la trompe, s'achemine petit à petit dans l'utérus pour s'y implanter. Durant la deuxième phase du cycle, le follicule se transforme en corps jaune et sécrète la progestérone nécessaire pour transformer la muqueuse utérine et la rendre propice à l'implantation de l'embryon. L'embryon va sécréter sa propre hormone dès son implantation dans la muqueuse utérine, l'HCG ou hormone de grossesse. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas eu implantation, les règles apparaissent 14 jours après l'ovulation et un nouveau cycle commence. Lorsqu'on suit un cycle naturel chez une patiente, en général, il n'y a qu'un seul follicule qui va grandir. Et donc, il n'y aura qu'un seul ovocyte. Le problème, c'est qu'en fécondation in vitro, avec un seul ovocyte, les chances de grossesse vont être trop faibles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir le développement de plusieurs follicules. Et ça va se faire grâce à une période d'injection en sous-cutané dans le ventre pendant une 12aine de jours. Plus on aura de follicules, plus on aura d'ovocytes et donc plus on aura d'embryons, ce qui permettra d'augmenter les chances de grossesse de la patiente. Dans la fécondation in vitro, la fécondation ne se produit pas dans la trompe, mais en dehors du corps, au laboratoire. Les ovocytes sont mis en présence des spermatozoïdes.
Un ou plusieurs embryons ainsi obtenus sont transférés dans l'utérus dans le but d'obtenir une grossesse. Suite au bilan préliminaire, le traitement de fécondation in vitro se déroule en plusieurs étapes. L'inhibition de l'hypophyse est indispensable pour maîtriser la stimulation des ovaires et éviter une ovulation inappropriée. Des médicaments spécifiques seront prescrits par le médecin. Ils existent sous diverses formes, soit une injection intramusculaire unique à effet prolongé à réaliser un jour précis, soit un spray nasal à prendre toutes les 8 heures, 3 fois par jour, sans interruption, soit une injection sous-cutanée à faire tous les jours durant le traitement. Le but de ce premier type de médicament est d'avoir vraiment l'hypophyse sous contrôle. Une fois que ceci a été obtenu, on va passer à la deuxième phase qui est en fait la stimulation des follicules. Ça va se faire grâce à l'injection quotidienne de médicaments en sous-cutané dans le ventre, dont le but est d'avoir en fait une dizaine de follicules de bonne taille à la fin du traitement. Ici, les injections se font en fin de journée à la maison. Elles peuvent être effectuées par une infirmière à domicile, par la patiente elle-même ou par son conjoint. La majorité des médicaments peut s'injecter par voie sous-cutanée. De son côté, l'homme commence à prendre un antibiotique dès le premier jour de la stimulation ovarienne, et ce, jusqu'au jour de la ponction, pour éviter une contamination du sperme. On ne s'imagine pas, mais il faut être quand même solide. C'est pas insurmontable, c'est pas quelque chose de négatif. Dans l'ensemble, c'est une très belle expérience, mais ça nécessite quand même des nerfs solides. Ou en tout cas une remise en question de soi au quotidien pour que le jour où l'autre est moins bien, on ait le sourire et qu'on sache lui redonner le punch qu'il a besoin pour la piqûre du soir ou pour le résultat du lendemain. Lors du traitement, il faudra surveiller la croissance folliculaire au moyen d'une échographie et d'une prise de sang. Ceci permet d'évaluer l'évolution de la stimulation et d'ajuster la dose des injections. Ces contrôles sont réalisés entre 7h30 et 9h du matin sur rendez-vous tous les 2 à 3 jours. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Après chaque contrôle, les médecins analysent les résultats de l'échographie et de la prise de sang. Ils décident alors de la suite du traitement et des doses de médicaments. La durée du traitement est à peu près de 12 jours. Pendant cette période, il faut prévoir 4 à 5 fois de venir faire un contrôle d'échographie et de prise de sang. Parce qu'en fait, la durée du traitement est conditionnée par votre réponse individuelle aux médicaments que vous allez recevoir. Il est très important que vous respectiez la chronologie du traitement telle qu'indiquée sur votre feuille de schéma. Par téléphone, les infirmières de l'unité communiqueront la suite du traitement ainsi que le jour et l'heure du prochain rendez-vous. Et vous refaites un contrôle chez votre médecin à l'extérieur, donc vendredi. L'unité travaille en étroite collaboration avec des gynécologues extérieurs chez qui les contrôles peuvent être réalisés. Si le contrôle révèle un nombre de follicules de taille satisfaisante ainsi qu'un bon dosage hormonal, l'équipe médicale décide d'arrêter la stimulation des ovaires et la médication qui contrôle l'hypophyse. À ce stade du traitement, une troisième médication prend le relais. C'est l'injection de l'HCG qui déclenchera l'ovulation et permettra la ponction d'ovocytes. Cette injection doit être administrée par voie sous-cutanée à une heure précise. Il doit boire beaucoup d'eau dans la journée de jeudi. Et alors, il lui faut idéalement une abstinence courte. D'accord. Une période courte. Ok, ça va? Et donc, voilà, on vous attend vendredi. Le rendez-vous a donc été pris 2 jours plus tard, aux cliniques, à jeun depuis la veille à minuit. Il est important de se conformer aux modalités pratiques. Respecter les horaires, être à jeun, ne pas se maquiller. Et pour le conjoint, observer 2 à 3 jours d'abstinence, boire un complément d'eau. Dès l'arrivée à l'unité de fécondation in vitro, l'infirmière prépare la patiente pour l'entrée en salle de ponction. De son côté, le conjoint va recueillir son sperme par masturbation dans un flacon stérile. Donc ça, au niveau du type d'anesthésie, vous êtes vraiment dans un état entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc vous êtes toujours capable
de dire si vous n'êtes pas bien ou si vous avez mal à un moment donné durant la ponction. Ça peut arriver. Pendant que le médecin prépare le matériel, l'anesthésiste administre les médicaments nécessaires pour que la ponction ne soit pas douloureuse. Le gynécologue introduit la sonde vaginale, comme durant les contrôles de la stimulation. Cette sonde lui permettra de guider l'aiguille par laquelle on ponctionne les follicules de l'ovaire. Le biologiste présent dans la salle analyse immédiatement le liquide folliculaire. Il y recherche les ovocytes. Ces ovocytes sont rassemblés dans une boîte de transport, amenés ensuite au laboratoire. L'ensemble de la ponction dure environ 30 minutes. La patiente retourne dans sa chambre le temps de se réveiller. Un petit déjeuner lui sera servi avant son départ. Le médecin lui communiquera le nombre d'ovocytes recueillis et la qualité du sperme. Le soir de la ponction, débutera une médication à base de progestérone pour favoriser l'implantation des embryons. Suite à l'anesthésie, la patiente ne sera pas autorisée à rentrer seule à son domicile, ni à avoir une activité professionnelle ce jour-là. Avant de quitter l'unité, elle recevra une feuille de conseil pour le traitement, les prescriptions et les certificats médicaux. Et à partir de demain, c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ok. D'accord, vous prenez toute la boîte, ça fait 5 à 6 jours et tout. D'accord. Dès leur recueil et durant tout leur séjour en laboratoire, les ovocytes et les spermatozoïdes sont placés dans des récipients non toxiques sur lesquels figure le nom de la patiente. Le jour même de la ponction, vers 14 h, les biologistes mettent en contact les ovocytes et les spermatozoïdes. La première manière possible est une insémination normale. Quelques centaines de milliers de spermatozoïdes mobiles sont mis au contact de l'ovocyte. L'autre méthode se fait par micro-injection. Elle est appelée ICSI. Elle est utilisée lorsque la qualité du sperme est insuffisante. Elle consiste à injecter directement un spermatozoïde dans l'ovocyte à l'aide d'une aiguille microscopique. Cela requiert toute la compétence des biologistes qui effectuent cette manipulation au microscope. Il faut savoir que tous les ovocytes ponctionnés ne seront pas nécessairement arrivés à maturation. Bien entendu, on n'injecte un spermatozoïde que dans les ovocytes mûrs. Le lendemain de la ponction, vers 8 h du matin, les ovocytes sont observés au microscope afin de déterminer lesquels sont fécondés. En moyenne, 60 à 70% d'entre eux seront fertilisés, quelle que soit la méthode utilisée pour la fécondation. L'unité confirmera par téléphone le jour même si la fécondation a bien eu lieu. Fécondation in vitro, Hélène, bonjour. La plus grosse source de stress et de tension se situe au moment où on téléphone 2 jours après le lendemain après la ponction, le lendemain de la ponction, afin de savoir quels sont les résultats, le nombre d'embryons, s'il y a eu fertilisation ou pas, parce que là c'est déjà un premier moment de stress. Eh bien écoutez, tout se passe très très bien. Le transfert aura lieu 3 jours après la ponction. Parfois, la culture des embryons peut être prolongée jusqu'au stade de blastocyste, soit jusqu'au 5e ou 6e jour après la ponction, afin de permettre une sélection différente des embryons. Les embryons se trouvent en permanence dans des conditions de culture optimales à leur développement. La température, l'humidité, la qualité des milieux de culture et des boîtes sont cruciales. Dès le 1er jour après la ponction, l'embryon commence ses divisions cellulaires. Le 2e jour, il est constitué de 2 à 4 cellules ou blastomères. Le 3e jour, il contient environ 8 cellules et se réorganise en vue de sa transformation en blastocyste. L'embryon prend alors différents aspects morphologiques car ces cellules semblent fusionner. Elles s'étirent et se réorganisent pour former une cavité de plus en plus grande et complète dans le blastocyste juste avant son implantation. Il faut savoir que tous les embryons ne se divisent pas avec la même vitesse et de la même façon. Les biologistes doivent donc établir certains critères qui leur permettent de définir le potentiel des embryons et sélectionner celui ou ceux qu'il faudra transférer. Concernant le nombre d'embryons qu'on peut transférer, ceci est en fait régi par une loi. Voici qu'arrive le jour du transfert d'embryons.
Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour cette intervention qui ne réclame pas d'anesthésie puisqu'elle n'est pas douloureuse. Le biologiste a amené la boîte contenant le ou les embryons à transférer et attend les instructions du médecin. Il peut alors charger le cathéter avec les embryons placés ensemble dans un petit volume de milieu de culture. Un fin tuyau est ensuite introduit délicatement par le médecin dans le vagin de la patiente, jusque dans l'utérus, où il dépose enfin les embryons. Il sera ensuite conseillé un temps de repos. Après celui-ci, la patiente pourra reprendre le travail. Cela ne changera en rien ses chances de succès. La médication de progestérone est à poursuivre jusqu'au test de grossesse. Les embryons non transférés, qui ont un bon potentiel, peuvent être congelés. Ils sont placés dans une ou plusieurs paillettes soigneusement étiquetées et conservées dans une cuve spécifique. En cas de grossesse, après le transfert des embryons frais, les embryons congelés seront gardés pendant une période définie par la loi. Si par contre la patiente n'est pas enceinte, les embryons seront décongelés en vue d'un nouveau transfert. Il faut savoir que la survie des embryons après décongélation dépend largement de leur qualité au moment de la congélation et qu'un transfert est possible dans plus de 75% des décongélations. 14 jours après la ponction, le test de grossesse sera réalisé par une prise de sang. Ce test consiste à doser l'hormone de grossesse, l'HCG. Il ne faut pas réaliser un test avant cette date, car celui-ci peut être faussé par d'autres facteurs. Oui, bonjour la fécondation in vitro, c'est Catherine, bonjour. Vous vous attendez à ce moment déjà, vous dormez mal. Oui. Puisque vous savez que quelques heures plus tard, vous aurez le résultat. Décrochez, formez le numéro, ça sonne occupé. Il faut recommencer. 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Pour moi, dans la fécondation in vitro, c'est le moment le plus terrible à vivre. D'ailleurs, il demande que le couple soit présent et je trouve que c'est beaucoup mieux. La première fois, malheureusement, on a dû le faire sur mon lieu de travail. Ça a été une catastrophe. Moi, j'ai pleuré pendant une semaine. J'ai eu très dur à m'en remettre la première semaine. Ça a été vraiment très dur. Par contre, la deuxième fois, je l'ai prise plus facilement. Par contre, mon mari, ça a été catastrophique. Et puis la troisième fois, on était toujours ensemble pour la nouvelle. C'est mon mari qui a pris le téléphone la deuxième et la troisième fois parce que moi je ne voulais plus avoir ce coup de fil. Et puis finalement on l'a pris en se disant bon ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On se dit on a essayé de faire tout ce qu'on nous a demandé de faire. On a pris toutes les précautions au niveau des heures des injections, au niveau du repos après le transfert. Et puis on se demande mais pourquoi ça n'a pas marché. Et là on a dit ok vous êtes enceinte. Et quand mon épouse m'a après téléphoné, moi je me souviens encore où j'étais dans ma voiture sur le ring de Bruxelles, mais j'ai éclaté en sanglots de joie. Le désir d'avoir un enfant est tellement fort qu'on est prêt à passer par des étapes qui ne sont pas évidentes. À partir du moment où on est dedans dans l'action, on ne peut pas faire marche arrière de toute façon. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de moments plus difficiles que les autres, à part ce coup de fil. À présent, c'est comme le début de toute grossesse. Il n'y a pas plus de risque que pour une grossesse obtenue sans traitement. Une première échographie sera programmée 1 mois après le transfert. Il est déconseillé de voyager en début de grossesse car une surveillance médicale est parfois nécessaire. Chers patients, je voudrais encore transmettre 2 messages importants. Tout d'abord, un message d'encouragement et de soutien. Car comme vous avez pu le constater, pour certains au travers de ce film et pour d'autres déjà par expérience, le parcours des couples ayant recours aux techniques de procréation médicalement assistée est parfois difficile, lourd physiquement, mais aussi psychologiquement. Car l'infertilité est à la fois une souffrance personnelle et une difficulté pour le couple. Elle touche profondément son intimité. C'est pour ces raisons que toute l'équipe des gynécologues, andrologues, infirmières, psychologues, pédopsychiatres seront là pour vous, attentifs
à assurer un suivi ajusté, non seulement médicalement, mais aussi humainement. Ensuite, un message d'espoir, car à côté des difficultés, les progrès scientifiques réalisés depuis la naissance de Louisa Braun et le travail de nos biologistes ont mené à des taux de réussite croissants et non négligeables qui font que la toute grande majorité d'entre vous deviendront parents. Je souhaite que, toutes et tous, vous gardiez ce message chargé d'espoir et je vous remercie pour la confiance que vous accordez à l'équipe.